T'as des gens qui sont dévoués. Tu vois, un producteur qui a 5 artistes, bah c'est bien, mais si t'as un problème à 23h, c'est pas son métier quoi, il a d'autres gens à gérer. On a raté une blague ou quoi? J'ai raté, je déteste être le plus con de la salle. Et vous avez invité Kairon en mode on va parler business, mais vous êtes trompé de gars les gars. C'est ma daronne que vous auriez dû inviter. Gotta stay consistent. Hustlers, are you listening? We're the doers, we do what doers do. Grind every day and handle business. Entrepreneurs rising, but now wasting time. Inspire, educate, entertain, that's the sign. More for the doers by doers. Unstoppable with shine. Avant de te laisser avec l'invité de ce soir, je tenais à remercier le partenaire de SoTalk qui n'est autre que Shine. Shine que tu connais certainement déjà de nom. Ils ont déjà réussi à réconcilier plus de 100 000 entrepreneurs avec leur compte d'entreprise. Donc je suis certain qu'ils vont pouvoir te chouchouter. Avec Shine, tu vas pouvoir te libérer un maximum de temps pour te concentrer sur l'essentiel qui est ton business. C'est sans engagement, l'ouverture de compte est ultra rapide et en plus le BG que tu vois juste ici, tu as négocié une offre de malade parce que tes 3 premiers mois sont offerts. Tu n'as plus aucune raison de ne pas foncer et créer ton compte maintenant, tu retrouveras le lien dans la description. En plus, passer par ce lien, c'est un soutien énorme pour le média. Merci à Shine, Nico et Juliette de nous faire confiance depuis maintenant plus d'1 an. Bon talk. Qui connaît l'humoriste Kairon? Du coup, Kairon, tu regardes ça, encore une fois. On te veut dans l'émission. Qui le veut dans l'émission, Kairon? Voilà, tu vois. Donc on va jusqu'au bout pour vraiment l'harceler. Et cette vidéo, on va lui envoyer. Et le cas de Kairon, on lui a envoyé l'enveloppe. Il l'a reçu, il n'a pas répondu, on lui a envoyé un email. 2 emails, 3 emails, 4 emails, 5 emails, pas de réponse. On est parti sur Instagram, on lui a envoyé un DM, 2 DM, 3 DM, pas de réponse, 4e DM, une réponse. Ah, cool. Il nous dit, il nous réoriente vers sa chargée de relations presse. On se redirige vers elle, elle arrête de répondre. Ah bah ça c'est ballot. On revient vers lui et on l'harcèle. Jusqu'au moment où il dit bon les gars, moi les interviews là c'est pas sur le moment, mais on se reparle à un moment donné pour la faire. On continue à l'harceler, jusqu'à même aller à ses spectacles pour la voir. Donc, on va continuer à l'harceler. Aujourd'hui, il a toujours pas dit oui. Là, il voit nos messages. On avance de plus en plus. On fait un pas par petit pas. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que dans les prochains mois, dans les prochaines années, vous allez voir une interview de Kairon sur notre média parce qu'on l'aura pas lâché, parce qu'on le travaille comme on travaille chacun de nos invités pour venir passer du temps avec nous, pour qu'ils comprennent la valeur qu'ils peuvent avoir à venir partager du contenu sur notre média. Kairon, ça peut durer 5 ans s'il faut. On va quand même finir par l'avoir. Les amis, un maximum de vues pour Kairon. Raconte la vraie histoire, vas-y. Parce qu'on Harcèlement moral. Racontez l'histoire. Parce qu'on t'a harcelé pendant 2 ans. Attends. Déjà, qui connaît l'histoire? Parce qu'il y en a on l'a déjà raconté, nous. Ouais, il y a très peu de mains levées quand même. Ok, les fidèles. L'histoire, c'est qu'on lui court après depuis maintenant belle lurette. Et on a réussi à l'avoir aujourd'hui pour ce format Do Our Talk. Là, ce qui ne sait pas encore, c'est qu'on est en train de le piquer un peu, de le chauffer, de travailler au corps pour l'interview vrai de 4 heures. On va le cuisiner un peu plus fort là-dessus. Qui veut qu'il vienne à l'interview de 4 heures? Non mais je vais venir. Ça c'est le piège. Mais non, la vérité c'est que tu peux témoigner. Hein. Ce qui a fait que j'ai accepté, c'est parce que c'était en public. C'est vrai. Parce que je trouve ça trop intéressant l'échange avec vous du coup. Donc c'est ça qui a fait que ouais, la technique. J'ai un sketch sur un régisseur, je sais pas si. Il va tomber. Je vais faire les mêmes vannes. Hein. On s'est adapté à toi. D'habitude c'est un seul mec avec un micro. Vrai. Là on était en. Non, je me dis comment est-ce qu'on va gérer ça. Non, je suis très heureux, vraiment, je suis très content. J'aime trop cette configuration là et tout. En plus apparemment après on peut échanger ensemble et tout. Ouais, trop cool. Franchement merci pour l'invitation. Du coup t'es là pour parler business. On parle de ce que tu veux, hein, c'est toi qui décides. On va parler de Kairon, justement sur toute la partie business, découvrir un peu comment est-ce que tu as craqué, comme le titre putaclic qu'on a pu mettre. Craquer, c'est quoi le vrai sens? C'est gentil ou pas, craquer? C'est gentil. Faites attention, vous allez vous faire clasher. On a raté une blague ou pas? J'ai raté. Je déteste être le plus con de la salle. Et... on a raté un truc tous, d'accord. Il n'y a pas eu de vanne. Ah, il dit craquer pour tout, ouais, c'est pas un truc pour moi, genre, c'est pour... C'est vrai que je mets craquer partout, mais c'est un terme qui veut dire... Ça veut dire quoi, du coup? Bah, ça veut dire que t'as réussi à... T'as craqué le mot de passe. T'as craqué quelque chose, quoi. Ah, craquer comme quand tu... quand tu hackes le système. Oh, c'est ok, c'est gentil. Qu'est-ce qu'il y a, le terme, il plaît pas? Si, moi je prends, moi j'aime bien. C'est du copywriting. Ça devrait vous parler maintenant. Écoute, en vrai, c'est intéressant parce que j'y suis pour rien, moi, dans cette histoire. J'ai déjà commencé mon système de faire des spectacles. Qui m'a vu sur scène déjà, juste pour savoir? Putain, trop bien. Les autres, vous savez déjà ce que je vous souhaite.
Non, en fait, c'est un spectacle très interactif. Donc, il se passe toujours des trucs différents. Et moi, mon but, c'est de ne pas savoir ce qui va se passer quand je monte sur scène pour réussir à être le premier surpris. Parce que je pense que si je m'amuse, forcément, le public va s'amuser aussi. Je pars dans cette optique-là. Et du coup, dès 2013, il se passe des dingueries tous les soirs. Et à l'époque, on me dit, ouais, tu devrais les mettre sur YouTube et tout. Je dis, mais YouTube, ça marchera jamais. Qu'est-ce que vous racontez? Arrêtez. Moi, je croyais en MySpace à l'époque. J'étais à fond sur... Et je me dis non, j'ai pas envie de mettre des trucs à moi sur YouTube parce que déjà j'étais dans l'ego de non, c'est dans la salle. Si tu veux venir voir ce que je fais, viens dans la salle, déplace-toi. 2, on va me voler mes blagues. Si je mets mes blagues sur YouTube, elles appartiennent à tout le monde. En plus, ce que je fais, c'est trop facile à voler parce que c'est des vannes que tu peux sortir en tac au tac comme ça. Il n'y a pas forcément de contexte compliqué. C'est pas une vanne sur une histoire familiale et là je place ma vanne. C'est vraiment tu t'appelles ça, ah ouais, tac, 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 et voilà, la vanne arrive. Donc c'est trop facile à voler. Et puis c'était de l'énergie et j'ai un peu la flemme. Je voulais pas le faire. Et là on est en 2013. Je le fais pas jusqu'à 2016. Où là je me laisse convaincre par mon community manager qui me dit mais essaye, viens, on met juste 2 minutes et tu vas voir. Et je dis bah vas-y, trouve-moi 2 minutes chaque soir que je veux pas. Oh, parce qu'il y a aussi un truc que quand je fais une bonne vanne, je la garde et je la réutilise et je la mets dans mon stock. Et donc du coup, bah ça fait des blagues en plus, ça nourrit mon stock et j'ai pas envie de m'en débarrasser. C'est un peu un déchirement. Donc il réussit à me sortir 2 minutes. Il les met et je vois que bah, ça prend bien en fait. Les gens aiment bien et tout. Il me dit tu vois ça marche bien et tout. Je dis ok bah continue. Et puis il me sort 3 minutes. Et puis un jour il me dit ouais mais il y a une pub. Pour qu'il y ait une pub et pour que je sais pas quoi, il faut 5 minutes. Je dis vas-y fais 5 minutes. Il met 5 minutes, quelques semaines plus tard, il me dit que si on met 10 minutes, il y a 2 pubs et les gens préfèrent. Je dis vas-y, fais. Et si tu arrives à m'extraire 10 minutes, et il m'extrait 10 minutes, et en fait, je me rendais pas compte, mais chaque soir, j'improvisais beaucoup plus que ce que moi je pensais. On passe à 10 minutes, et puis un jour, il y a une soirée où il y a je sais pas, il se passe un truc fou, et la vidéo d'elle-même, elle fait 15. Il me dit ça, c'est le bon format, c'est 15. Il faut qu'on fasse 15 à chaque fois, regarde les retours, les courbes et tout. Et je dis vas-y. Et donc on est parti comme ça. Et donc ça fait maintenant depuis 2017, 16, 18, je sais plus, qu'on met une vidéo par semaine. Et là j'essaie de calmer, de mettre moins maintenant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Et je sais que le public est noyé sous les vidéos d'impro. Il y a beaucoup d'humoristes qui le font. Donc maintenant j'essaie de baisser, d'essayer de tomber au minimum possible. Déjà juste pour remettre un contexte, pourquoi est-ce que toi tu as décidé d'aller en full impro sur tes spectacles avant de revenir à la stratégie que tu as appliquée derrière? Parce qu'en fait, déjà, j'aime trop être le premier surpris et le premier à m'amuser sur scène. Vous le savez pas, mais un humoriste, quand il crée son spectacle, il kiffe au début parce que c'est des nouvelles blagues, il se met en danger, il teste, et puis après, il est sûr de lui, ça y est, il sait que ces vannes-là, ils fonctionnent. Et puis après, donc, il y a la phase de rodage qui est terminée, il y a la tournée. Là, tu vas voir ton public un peu partout, tu kiffes aussi. Puis tu reviens à Paris et puis tu joues pendant 3 ans. À un moment donné, vas-y, la flemme, quoi. T'en as marre, tu vois, tu joues les mêmes trucs, tu veux passer à autre chose. Et je déteste ressentir ce truc de je vais monter sur scène, oh la flemme. Je suis trop heureux de monter sur scène, vraiment, c'est ce qui m'anime le plus. On me demande souvent entre la scène ou le cinéma, je dis mais vas-y, mais la scène 1000 fois, de quoi tu me parles? Évidemment, j'aime trop être en interaction avec le public. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, j'ai des problèmes de mémoire. J'ai des vrais problèmes de mémoire. Tu vas voir, là, pendant 10 fois, on va parler et je vais dire attends, de quoi tu parles déjà? Et ceux qui montent sur scène, je dis souvent de quoi on parlait, on en était où déjà? J'ai des vrais problèmes de mémoire et j'oubliais mes textes. J'oubliais en étant sur scène et bah, comme tout humoriste qui débute, bah, je me grattais la tête, j'étais là, je regardais sur le côté, j'étais pas à l'aise et je voulais me rattraper, mais le public le voit quand un truc qui cloche. Donc un jour, j'ai assumé, je dis vas-y, bas les reins, c'est pas grave. J'ai oublié, qu'est-ce que vous allez faire de toute façon? Vous avez payé, vous êtes là, donc fin. Maintenant, toi, de quoi tu veux qu'on parle? Pourquoi toi? Je sais pas, c'est gratuit. Allez, vas-y, de quoi tu choisis le thème? Et je me prenais des bides, et il y avait des moments mais nullissimes. Mais sur un moment nullissime, il y a une blague qui sortait. Et je disais, oh putain, c'est ça, j'ai une bonne blague sur les femmes enceintes, je vais la mettre de côté. Etc. sur différentes thématiques. Et quand j'arrive à la fin de l'exploitation de mon spectacle, j'ai pas envie de faire un DVD. À l'époque, il n'y avait pas Amazon Netflix. J'ai pas envie de faire un DVD et de le passer, je sais pas, Canal ou M6 ou TF1 et tout, et après de recommencer à zéro. Parce que comme j'aime les choses intemporelles, je me suis rendu compte que naturellement, toutes mes blagues étaient encore d'actualité 3 ans plus tard. Et aujourd'hui, même 10 ans plus tard, elles sont encore d'actualité parce que c'est pas des blagues liées à ce qui se passe dans les journaux en fait. C'est lié à ce qu'on est. Et du coup, j'ai dit non, j'ai envie de créer un truc particulier. J'ai pas envie de faire.
poursuivre le même mécanisme du premier spectacle, deuxième spectacle, troisième spectacle. Donc je me suis dit, je vais faire un stock. Je vais mettre toutes mes blagues de mes 2 précédents spectacles. Je vais tout mettre dans mon stock au-dessus de ma tête. Et je vais jouer les choses dans l'ordre où j'ai envie de les jouer. Et à un moment donné, ça va faire 1 heure et je vais arrêter comme ça. Et ça a pris. Si le public n'avait pas suivi, j'aurais arrêté. Bonsoir, spectacle numéro 2. J'aurais changé très vite. Mais ça a pris. Donc ça fait 12-13 ans, je continue comme ça. Ça marche bien. Et pourquoi la salle L'Européen? Là, tu vas faire la 1000e date là-bas? Ouais. Là, je vais. C'est le mois prochain, je vais fêter ma 1000e date à la salle de l'Européen. Et j'ai fait d'autres. Oh, merci. Il est bon, lui. C'était puissant, c'était charismatique. Il y avait tout. Et le timing était bon. Hein. Je sais pas ce que tu fais dans la vie, mais tout était parfait. Il est dans l'équipe, Il est dans l'équipe, c'est pour ça. Il est très très bon. Faut pas le virer, lui. Contrairement au gars du son. En fait, je découvre l'Européen en 2012, je crois. En fait, si vous connaissez pas, c'est une salle à 180 degrés. Donc le public se voit et tu gagnes beaucoup de temps sur. Moi, j'adore les ressemblances, tu vois. Par exemple, je sais pas, j'ai n'importe quoi. Si je vais pas la faire là, mais non, je vais pas la faire là. Mais par exemple, j'ai n'importe quoi. Si tu ressembles à Brad Pitt, par exemple, t'as kiffé. Si tu ressembles à Brad Pitt et que tu lèves la main à un moment donné et qu'on est dans une salle traditionnelle et que je dis merci Brad Pitt d'être venu, là il y a que moi qui rigole parce qu'il y a que moi qui te vois. Si t'es en fond de salle, il faut que les gens se tournent, mais il y a toujours un truc de, tu vois, on perd du rythme. Alors qu'à l'Européen, vu que tout le monde se voit, quand je fais ma blague de ressemblance, tout le monde la direct, c'est une applaud tout de suite et on gagne du temps. Un mec qui se lève pour partir, un mec qui arrive en retard, tout le monde le voit, on voit tous la même chose. C'est rare dans une salle d'avoir ça, tu vois. Donc c'est un peu ma salle de cœur à Paris. Donc je l'ai poncé cette salle, mais ça m'a pas empêché de jouer. J'ai fait l'Alhambra pendant 1 an, j'ai fait République 1 an, j'ai fait Théâtre du Gymnase, j'ai fait 14 cirques d'hiver à 360 degrés, puis je joue un peu partout. Là, j'ai mes dernières dates à l'Européen cet été, après je vais à l'Apollo, tu vois, pendant quelques temps aussi. Mais je reviens régulièrement comme ça. J'aime bien les salles qui sont particulières. C'était la fin, j'ai pas de plus intéressant à dire que ça. Vous êtes déçus, vous attendiez un truc plus Non, fort? en vrai, c'est très bien. J'ai une énorme déception. Il a pas racheté la salle, dommage. Ouais. Comment est-ce que tu décides de clôturer un spectacle vu que tu es en full Le temps. Ok. Le temps et un gros rire. Ça veut dire que par exemple, je vais pas dire comment parce qu'après le public va le griller et pendant le spectacle vous allez moins kiffer parce que vous allez voir que je fais ces trucs là. Mais en gros, j'ai un truc qui me permet de savoir quelle heure il est. Et par exemple, si on est à 55, je me dis ok, donc là faut clôturer sur 5 minutes. Qu'est-ce que j'ai dans mes trucs qui cartonnent en 5 minutes avec un gros rire? Ah bah je prends celui-là, ça colle bien. Ou alors il arrive un truc avant et je sais que j'ai un passage qui va bien plier la soirée, je le garde, je continue la soirée et à 58 je fais ce passage-là. Et en général, après je dis 1 heure, mais je fais jamais 1 heure, je fais toujours plus. Ceux qui sont venus le savent. Au moment où je dis 1 heure, c'est vraiment c'est la fin, c'est avant le rappel, mais j'ai un rappel qui fait entre 20 et 40 minutes. Donc c'est jamais. Ça dépend du public, vraiment, ça dépend du public. Toi, tu voulais pas payer le parking plus, je vois. Je vois, elle a pas aimé. Avant d'enclencher la partie création de contenu et stratégie pour remplir tes salles, Ouais. on a parlé d'un truc juste en haut, c'est que tu bosses aujourd'hui en famille. Ouais. Est-ce que tu peux... ça doit être bizarre de se répéter, je te l'ai dit il y a 5 minutes. Non, mais tranquille, c'est le jeu, hein, c'est normal. Ça fait quoi de bosser en famille? Et pour ceux qui ne savent pas, avec qui tu bosses précisément? Avec Richard Anconina, qui est mon père. C'est pour voir si ça passait ou pas, mais personne n'y croit. C'est pour voir. Non, je bossais avec mes parents, en fait, très simplement. Quand on arrivait en France, en tant qu'immigré, on était... mes parents, ils ont commencé vraiment au bas de l'échelle. Vraiment, genre... pour ceux qui ont vu mon premier film, Nous 3 rien, il y a un truc qui est vrai, c'est que mon père, le matin, il repassait ses cours de droit, parce qu'il était avocat en Iran. Et l'après-midi, il était qu'est-ce qu'il faisait? Il était à la Sorbonne, ouais, ce truc de droit, il était à la Sorbonne. Il apprenait le français l'après-midi, le matin, il était cours, il apprenait le français. Et le soir, il était veilleur de nuit à Canal+. Et ma mère, en même temps, était femme de ménage, elle faisait des trucs et tout. Et c'est vraiment des gens, c'est des taffeurs. Franchement, ils sont incroyables sur ça. Moins de 30 ans plus tard, donc là, veilleur de nuit Canal+, il parle pas français et tout. Mon père se retrouve expert en médiation sur les questions de violence policière et il fait violences de jeunes, police, etc. Et il fait des conférences dans le monde entier. Et ma mère, elle se retrouve à gérer le budget de 8 villes.
pleine commune, 8 villes ensemble qui ont mis leur budget en commun et c'est ma mère qui gère ça. Donc ils m'ont inculqué ce truc-là. Et en fait, ils ont plein de skills qu'on ignore. Donc moi, quand je suis humoriste, je me lance, je signe avec une boîte de prod. Ça se passe pas bien, je la quitte, je me fais ken. Je pars avec une autre boîte de prod, je suis avec eux, etc. Et pareil, cinéma, je suis associé à quelqu'un et tout. Et en fait, s'il y a des artistes dans la salle, je le dis, essayez le plus vite possible d'être au moins coproducteur de ce que vous faites. Je sais pas si des artistes dans la salle d'ailleurs ou pas du tout, peut-être des artistes, oui. T'es artiste ? Ouais, mais t'as pas levé la main, c'est pour ça. Du coup, essaye le plus vite possible d'être coproducteur de ce que tu fais parce que t'as un regard légal sur ce que tu fais et puis bah financièrement c'est plus intéressant aussi, tu vois, tu restes maître de ce que tu crées. Donc ça je l'ai compris vite et quand tu es coproducteur, bah il faut mettre quelqu'un qui gère ta société pour toi parce que c'est pas il y a des problèmes de son, on est d'accord hein. Il y a pas de son hein. Différent. Qui a la régie? Qui a la régie? On veut son nom juste. C'est moi. Allez à la régie. C'est ça la régie, ok. De quoi on parlait? Putain, excusez-moi les gars. Je vous jure, c'est vrai. Je vous jure, c'est vrai. Coproducteur. Oui, il faut. C'est bien d'être son propre producteur. Et donc, mais c'est un métier d'être producteur. Toi, t'es artiste, t'arrives, tu connais rien, tu peux pas t'autoproduire, ça n'existe pas. Donc, souvent, tu vas voir un producteur. Tu commences petit et puis plus tu génères d'argent, plus tu es en position de force pour dire maintenant moi aussi je veux m'asseoir avec toi à la table et on parle pourcentage. Il va dire ok, aucun problème, mais par contre il te faut quelqu'un qui gère ta société. Et là, la plupart des gens qui n'ont pas de compétences dans leur entourage, bah qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent d'autres gens qui vont les ken aussi à leur tour. Non, c'est pas vrai. Mais il faut quelqu'un qui pour gérer. Et on a tendance à se réfugier auprès des nôtres, soit des potes d'enfance, tu vois, t'as plein de footballeurs, leurs agents, c'est leurs potes d'enfance et tout, c'est pas forcément les plus compétents, même dans l'humour, hein, t'en as, ils bossent en famille, c'est catastrophique, tu vois. Moi, j'ai la chance d'avoir mes parents qui ont une vraie... c'est des gestionnaires en fait, ils maîtrisent la loi, ils maîtrisent les règles, ils sont carrés avec les budgets, tu vois, ils comprennent les trucs et tout. Et donc, quand il a fallu mettre des gens au sein de ma structure, bah, j'ai mis mes parents. Et c'est eux qui ont vu toutes les anomalies qu'il y avait. Moi j'étais un débile, moi j'étais content. Moi j'allais jouer, on me donnait des bouts de pain, j'étais trop heureux, tu vois. Et ils ont dit mais c'est des boulangeries qu'on doit te donner, c'est pas des bouts de pain en fait. Et quand tu commences à comprendre qu'entre ce que tu génères et ce que tu gagnes, il y a un monde et qu'il y a plein de gens qui se servent sur la route et pour la plupart c'est légitime parce qu'ils travaillent mais d'autres tu te dis mais où ça va, pourquoi? Et ben aujourd'hui j'ai la chance de bosser avec eux et il n'y a pas un centime qui est pas justifié et on ne sait pas où ça va. Et puis au-delà de ça, il y a la question de la confiance, même pas seulement le fait de se faire trahir financièrement, le fait de savoir que tu as des gens qui sont dévoués. Tu vois, un producteur qui a 5 artistes, bah c'est bien, mais si tu as un problème à 23h, c'est pas son métier, quoi. Il a d'autres gens à gérer. Ta mère, c'est ta mère, quoi qu'il arrive. Tu vois? Donc j'abuse un peu, mais ouais, je bosse avec mes parents et ça se passe très bien. Mon père gère la partie cinéma, ma mère gère la partie théâtre. Et franchement, ils gèrent tout. Et moi, je peux juste me concentrer et avoir des idées et dire j'aimerais qu'on fasse ça. Ils disent non par principe. Puis après, je dois les convaincre. Parce que quand même, mes darons, c'est relou. Mais même à 40 ans, c'est eux qui gèrent. Mais voilà, non, ça passe très bien, vraiment. Et vous êtes combien dans l'équipe au total, en plus des parents? Alors, écoute, prépare. Parce que vous avez invité Kairon en mode on va parler business, mais vous êtes trompé de gars, les gars. C'est ma daronne que vous auriez dû inviter parce que vraiment, mais je vous jure, c'est pas une vanne, je n'en sais rien. C'est-à-dire que, tu sais, je suis comme un président, il a son premier ministre et il connaît pas les gars du gouvernement. Il sait pas lui c'est qui, lui il l'a vu 2-3 fois, mais il m'inspire un truc, je sais pas. Ça veut dire que ma mère elle a des salariés, des stagiaires. Je sais qu'il y a des gens de la tournée, des mes attachés de presse que je connais depuis un moment. Il y a mon community manager, mais il a une équipe et j'ai d'autres community managers pour certains réseaux. Et le pôle de tout ça, c'est ma mère qui gère avec tout le monde. Et moi, il me rend des comptes directs. Donc si tout à l'heure on a fait une interview au-dessus, on parle de responsabilité. Tu vois, s'il y a un problème, c'est ma mère qui prend. Je m'en fous c'est le 4e truc, c'est à elle de gérer ça. Donc lui, il doit gérer de son côté parce que si je la marbre, elle va marbrer le gars du truc. Mais il y a une hiérarchie. Et je sais pas ce que je fais au-dessus, les gars, je vous jure. Je sais pas pourquoi je suis à la tête de ce truc-là, ça n'a aucun sens. Et du coup, tu sais pas où vous êtes combien, du coup, t'as pas le... Attends, je vais dire qui moi je connais. Ma mère. Il y a les mon autres père. vont être vexés. Ils sont 2. Il y a moi, non.
Alors, il y a Daisy, c'est mon attachée de presse, historique depuis un moment. Elle bosse avec Linda. Qui m'a mis est son- plusieurs vents d'ailleurs quand je l'ai contacté. T'as mis plusieurs vents. Elle m'a mis des Putain, vents. Daisy, elle assure pas. Je vais lui en parler. On J'étais va mettre comme ça, l'extrait. sur les emails loin, il répond pas. Non, putain, on va isoler l'extrait, on va lui envoyer. Et donc forcément, elle bosse avec des gens aussi que moi je connais pas. Tu vois, c'est son pôle. Après, j'ai mon community manager Romain qui a sa structure. Pour gérer, Romain, il gère. Attends, il gère quoi, Romain? Il fait TikTok et YouTube et Insta, je crois. Et il y a une autre équipe, Stan et César, je crois. Je sais pas si César. Non mais là c'est filmé, c'est relou. Là. On va vouloir. Désolé les gars. César et Stan, je crois, qui ont aussi leur équipe. Et eux, ils gèrent Facebook, Twitter, Snap, je crois. Snapchat. Ils gèrent les trois. Ça, c'est bon. Après, il y a la tournée. J'ai pas les noms. Il y a Eric et Gilles et il y a d'autres gens. Mais eux sont à l'externe. C'est une boîte de tourneurs. Ouais, mais en fait, tout le monde à l'externe. On n'a pas Ah, ok. des. Tu vois. Il y a mon petit cousin avec ma mère à la prod. Je sais que je l'ai vu 2-3 fois, donc je pense qu'il bosse avec nous. Ou alors il a grave du temps libre, mais je pense qu'il bosse avec nous. Non mais vous vous rendez pas compte, je suis un handicapé de... Et il manque qui? Il manque... Ah, Véronique et Aurélie à la billetterie, qui gèrent aussi. Et je crois que... Mais en vrai, ça fait 20-30 personnes, quoi, tu vois. Mais pareil, on n'est pas dans la même boîte, ça sert à rien d'avoir 200 salariés, en fait. Vaut mieux que chacun ait sa structure et que ponctuellement, tu travailles avec les gens. C'est quoi aujourd'hui la stratégie que tu mets en place et que tu réfléchis du coup avec Bah oui, ta mère et ceux qui t'accompagnent pour faire en sorte que tes spectacles soient tout le temps remplis, complets, en nous parlant évidemment de ce que tu publies sur TikTok, YouTube, etc. Bah en fait, il n'y a pas de règle. Hein. S'il y avait une recette miracle pour remplir des salles, on le saurait, ça n'existe pas. Tu peux juste faire de ton mieux. Après, c'est intéressant d'analyser ton public, de voir pourquoi tu as l'impression que ça marche. Je pose beaucoup de questions au public. Bon, à un moment donné, une question qu'on s'est posée, c'est ma mère, elle m'a dit tu vas saouler les gens avec ton concept de merde là, de faire tes vannes en impro et tout. Ouais, elle a été dure ce jour-là. Elle m'a dit tu vas saouler les gens, tu veux pas préparer un autre spectacle à côté et tout. Et donc, il a fallu se rendre compte, est-ce que réellement, j'étais arrivé au bout du vivier de gens qui me suivaient et qui aimaient l'impro. Donc, du coup, j'ai demandé aux gens sur scène qui me voient pour la première fois. Et ceux qui sont là peuvent le dire. À chaque fois que je pose des questions, quelle que soit la salle, soit une salle de 350 ou une salle de 2000 places, à chaque fois, tu as moins de 5% qui lèvent la main. Donc, on s'est rendu compte, non, il y avait un vivier. Les gens ne sont pas saoulés par ce spectacle. C'est juste qu'ils ne le connaissent pas encore, qu'ils n'ont pas encore soit passé le cap, soit ça leur parle pas, soit ils savent pas que j'existe, mais il faut être pragmatique. Et donc, on s'est dit on va aller les chercher. Donc, via les réseaux, mes community managers, ils ciblent. Par exemple, aujourd'hui avec les data et tout, on arrive à savoir ce que vous regardez, ce que vous aimez. Désolé. Du coup, c'est le jeu. Hein. Moi, je suis qu'un joueur, mais c'est pas moi qui ai fait le jeu. Et du coup, par exemple, j'ai joué à Genève récemment. Il fallait remplir, il manquait quelques places. On a fait une campagne ciblée sur les gens qui aiment le stand-up d'impro dans les environs de Genève. Voilà. Donc on a mis un budget pour ça. Je sais pas, ça nous a coûté 200 €, je crois. C'est rien, tu vois. Pour vendre, je sais pas, une centaine de places. Parce qu'on a ciblé en fait. Et donc, ouais, voilà. Hein. On fait ça. Et sur la strate de conduite, sur le planning. Ah oui, et on s'est rendu compte, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé Mohamed. Comme je suis pas un artiste événementiel, c'est-à-dire qu'il y a des artistes, ils viennent, ils jouent 3 ans, ils prennent beaucoup d'espace médiatique, et puis ensuite ils disparaissent 3 ans, et quand ils reviennent, il faut frapper fort. Il faut de la promo, il faut de l'affichage, il faut beaucoup de télé, beaucoup de radio, faut que vous les voyez sur les réseaux avec plein de featuring avec des youtubeurs, etc. Eux, ils ont une certaine stratégie. Ils donnent tout, puis après ils se font rares. Moi, je joue à l'année. Moi, si tu me dis joue dans une salle de 300 personnes 100 fois où tu fais 20 Olympia, quoi ? Évidemment que je joue dans la petite salle, évidemment. Donc moi, j'ai pas une stratégie où je veux ramener un maximum de monde dans un petit laps de temps me voir sur scène. Donc je dois être présent à l'année. Donc ça veut dire que sur la promo, on dispatche. Je vais pas faire 5 interviews le même mois. J'en fais que 2, j'en fais une plus tard. Tu vois, pareil pour les vidéos, je suis obligé d'alimenter ma chaîne YouTube tout le temps. Parce que je joue à l'année. Donc c'est une stratégie particulière me concernant.
Et c'est un truc que tu aimerais faire plus tard, par exemple en Olympia, changer cette stratégie-là? Pas du tout. Ok. Pas du tout. Non, et en plus, en grosse salle, j'aime bien le cirque d'hiver. Quand je suis au cirque d'hiver, j'aime bien, c'est une salle à 360, tu vois, on met 2000 personnes là-bas, mais j'essaye de plus en plus d'aller vers des... Moi, j'adore le cirque, bon, je vais être très honnête, j'adore le cirque d'hiver, vraiment, c'est une de mes salles que j'aime le plus et tout, mais si j'avais le choix, je ferais jamais de grosses salles. Même en tournée, pendant des années, j'ai refusé de faire des grosses salles, parce que je disais, mon spectacle, il se vit mieux quand on est en petit comité. Tu vois, genre entre 300 et 800, c'est parfait pour moi. Après, c'est trop gros. Et je disais, les gens vont capter en fait. Les gens vont comprendre que c'est pas que c'est une vraie volonté pour eux, pour le côté artistique, pour la qualité du spectacle. Et puis j'entendais des trucs, je voyais des commentaires en dessous. Je sais pas, le mec à Marseille, ah il vient à telle ville, il vient dans telle salle. Oh, on ira le voir quand il viendra au Silo. Silo, c'est la plus grosse salle de genre de la ville. Et en fait, tu dis, en fait, les gens, si on fait pas des grosses salles, vous avez l'impression qu'on n'est pas connu, qu'on est en développement. On va le laisser se roder. Voilà, et quand il aura appris le métier, dans 2 ans, on va le voir à l'Olympia, on va le voir à Bercy, on va le voir dans les grosses salles. Et ben, malheureusement, donc c'est ce qui m'a obligé à faire de la tournée, de faire des grosses salles en tournée. Et je prends du plaisir, mais largement moins que dans une petite salle où tout le monde se voit, où il y a une vraie cohésion, où je peux interagir. Rien que par exemple, pour moi, une bonne salle, c'est quand quelqu'un dit un truc et que tout le monde l'entend. J'ai pas besoin de répéter ce qu'il vient de dire. Ça, pour moi, c'est les salles idéales. Donc maintenant que je pense être identifié et avoir prouvé que c'est pas une question de connu, pas connu, j'ai envie de me rediriger vers des petites salles et de communiquer là-dessus en disant au public, c'est un choix que je fais. Je gagne moins d'argent, parce que quand tu fais une salle de 400, tu gagnes pas comme quand tu fais 1000 ou 2000 billets, mais la qualité du spectacle est meilleure et je pense que je peux encore plus donner envie aux gens de venir au spectacle en sentant l'ambiance intimiste. Est-ce qu'il y a certaines parties de tes spectacles que tu adaptes parce que tu sais que ce sera en fait du contenu qui pourrait être clippé pour YouTube ou ça change absolument pas le spectacle que tu proposes? Non, moi je fais mon spectacle tel qu'il est, enfin qu'il est à ce moment-là, j'ai envie de le faire, je me pose aucune question. Et après c'est mon... Ah bah il y a mon monteur que j'ai oublié dans l'équipe, putain je suis un ouf. Je suis un ouf. Il est avec moi tous les soirs le pauvre. Je suis vraiment une merde. Il filme et il monte, c'est Gabin. Et c'est... En fait lui il connaît le spectacle par cœur. C'est marrant parce que j'en ai plusieurs qui ont eu ce poste-là. Et lui ça fait un moment qu'on bosse ensemble. Au début il me faisait des vidéos de 30 minutes. Il me disait t'as improvisé 30 minutes. Je dis Gabin là il y a 5 vannes en impro. Tout est écrit là, il n'y a pas d'impro là. Il dit ah ouais sérieux celle-là, je te jure celle-là elle est écrite. Donc il a fallu que je joue tous mes 5-7 heures de spectacle, que lui il les connaisse par cœur. Et maintenant il est en mesure de dire ok ça c'est une impro, mais il va vouloir la garder parce qu'elle est ouf, il va vouloir la faire tous les soirs. Ça c'est une impro mais elle colle vraiment s'il y a un gynécologue renois dans la salle. Donc on va la donner à YouTube. Mais sur YouTube vraiment, Ronan il me regarde mal. c'est pas perso, hein, j'aurais pu dire asiatique ou ce que tu veux. Mais c'est en fait, c'est pardon, qu'est-ce que je disais, excusez-moi. Tu parlais justement de... Ce que tu mets sur YouTube ou pas? Ce que je mets sur YouTube... Oui, vraiment, si on a qui regarde ma chaîne YouTube, sur YouTube, ce que je mets, c'est la Cohen. Genre, c'est vraiment les trucs les plus nuls que je mets, je vous jure. Les trucs qui claquent, je les garde pour le spectacle. Je les garde pour ceux qui ont payé. En plus, il coûte pas cher le spectacle. Donc vraiment, je veux que quand les gens viennent sur scène, que personne puisse se dire « Ah, bah, j'aurais pu rester devant YouTube, en fait. » Donc lui, il sait, voilà. Et c'est lui qui fait les choix et on fait les montages ensemble. Il m'envoie, je dis non, celle-là elle est ouf, je la garde, je la mets dans mon stock. Celle-là, elle est bien, mais vas-y, j'ai l'air un peu méchant dessus, vas-y, vire là, ça sert à rien. Et là, tu disais que tu voulais ralentir parce que beaucoup d'humoristes faisaient la même chose maintenant? Je peux pas ralentir. Je veux pas dire j'ai lancé ce truc-là, mais je peux pas le ralentir. Tu peux pas être au début d'un truc, tu vois, et après quand le truc marche bien à tout le monde, tu dis non, maintenant je vais faire complètement autre chose. Et je veux pas... Parce que surtout, c'est que c'est pas un choix tactique, c'est vraiment ce que j'aime en fait. Tu verras que quand la vague de l'impro elle sera passée, parce qu'elle va passer, tu vas voir. C'est comme tout. Là, il y a une vague d'impro, il y a beaucoup d'humoristes qui improvisent. Tu sais qu'il y a une vague quand tu vois d'autres humoristes qui se foutent de la gueule de ceux qui improvisent. Et là, il y en a plein des humoristes qui font... Tu t'appelles comment? Vas-y. Ouais, toi? Claudio? C'est super. Voilà. Il n'y a pas de vanne. Mais ça fait rire les autres en mode, vous avez vu, ceux qui font de l'impro, parfois il n'y a pas de vanne derrière. C'est juste, t'appelles comment? Ah bah d'accord. Et toi, t'appelles comment? Ok. Ça, c'est un nouveau mécanisme de vanne que j'ai entendu. Tu vois? Donc c'est comme tout. Quand il y a une mode, il faut la briser derrière. Mais tu vas voir que quand la mode des humoristes elle sera passée,
En impro, moi je vais continuer à faire de l'impro. Je suis le mec qui met des pas de def aujourd'hui encore, tu vois. Et ça va revenir à la mode les pas de def. Mais moi j'ai pas lâché. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas un choix tactique, c'est une vraie envie que j'ai. Et j'ai dit que j'allais réduire la durée des vidéos. Ok. J'écoute plus son truc, on va mettre 15 minutes et tout. Non. Si la vidéo, elle doit faire 7 minutes pour être bien, elle fera 7. Si elle doit faire 8, elle fera 8. Si elle doit faire 2, elle fera 2. Elle fera jamais 2, on mettra pas une vidéo de 2 minutes. Et c'est quoi Est-ce que vous bossez sur... on va sortir les vidéos tout le temps à cette date sur tous les YouTube. lundis à 9h, il y a une vidéo. Et on a, je sais pas, 15 vidéos d'avance là. On a 15 semaines d'avance déjà, tu vois. Parce que j'en mets tout le temps. Pourquoi pas plus que c'est-à-dire? Pourquoi pas plus que, en gros, tu les sors tous les lundis à 9h, est-ce que tu dirais pas je vais en sortir tous les mercredis? Mais on faisait ça, on a fait à une époque. Il m'a dit maintenant on va passer à 2 fois par semaine. On faisait mardi, jeudi. Après il m'a dit putain Kay, ça marche trop bien. Fais lundi, mercredi, vendredi. J'ai dit vas-y fais ce que tu veux, lance. Et un jour il m'a dit ça marche moins bien. J'ai dit je vais t'enculer parce que c'est à cause de toi que... C'est à cause de toi on a saoulé les gens là, t'es relou. Du coup on est revenu à que le lundi. Et là le lundi je touche plus maintenant, c'est bon. Est-ce que tu vois l'impact sur les salles? Ah bah oui, on est à une époque où... Mais c'est normal en plus. Même moi je vais au resto, je veux juste aller au resto, je vais manger une pizza. Je vais d'abord voir sur TripAdvisor. Après je vais voir les notes, je vais voir les photos. Je vais comparer avec les... Je suis un barjo ou tout le monde fait ça? Vous faites pas ça? Si, voilà, c'est ça. Tu veux être sûr, cette pizza ça coûte 15 balles, ça va. Tu peux te tromper. Non, je vais pas me tromper. Je veux être sûr que de ma pizza, tu vois. Alors imagine un humoriste à 39 €. Évidemment, tu vas regarder des vidéos, tu vas te renseigner autour de toi, tu vas lire les critiques, c'est normal. Donc il faut toucher les gens de différentes manières, tu vois. Il faut impacter ceux qui regardent la télé, ceux qui écoutent la radio, ceux qui regardent YouTube, ceux qui regardent ailleurs, tu vois. C'est un taf, hein. Et sur TikTok, c'est... Écoute, TikTok, je comprends rien. TikTok, je vous jure, je sais pas pour vous, pour moi c'est une zone de non-droit. Je ne comprends rien aux algorithmes. J'ai vraiment l'impression que TikTok, ce qui marche, déjà il faut pas que ce soit marrant pour que ça marche. Il faut que ce soit sujet à polémique. Je le pense vraiment. Ça veut dire qu'il me montre des vidéos, je lui dis mais ça c'est trop marrant, ça va faire des millions de vues. 1200 vues. Et juste derrière, le nom c'est elle se fout de ma gueule en public. Et la vidéo est nulle. Et c'est juste une fille qui dit un truc, c'est même pas ouf. Et moi je l'appelle, je dis Romain, mais pourquoi t'as mis cette vidéo? Ça me dessert et tout. Il me dit, t'as vu les stats? Je dis non, et je vais voir 2 millions de vues, 4000 commentaires. Et les gens parlent même pas de la vidéo. La moitié des commentaires, c'est la meuf qui s'appelle Julie, c'est moi aussi je m'appelle Julie. Je te jure, je ne comprends rien à ce réseau. Et ouais, et ça marche. Bah écoute, ça marche, fais Romain, fais. Et à quel point tu es impliqué dans la... Parce que tu disais que tu... Et après on pourra passer aux questions. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aimeraient poser des questions. À quel point tu es impliqué sur la partie process des vidéos, que ce soit sur la miniature, tu disais que tu es impliqué sur les montages. Jusqu'à où tu vas toi dans ton application avec Alors, la partie prod? Gabin il filme le spectacle, il fait ses montages. On fait autant d'allers-retours qu'il faut. Je lui dis ça tu coupes, ça tu me rajoutes ça, cette vanne là tu la mets à la fin. Je suis vraiment impliqué sur le montage avec Gabin. Ensuite, quand la vidéo est validée, il envoie à Romain. Je crois que c'est Romain qui fait la miniature, ou Gabin, je sais pas lequel des deux le fait. Romain m'envoie des titres potentiels. À chaque fois, il me met en premier en gras le titre putaclic que lui il aime. Que moi j'ai du mal, mais. Ce qui fonctionne. Non, mais c'est ignoble, mais genre. À un moment donné, il y a quelqu'un qui dit tu fais quoi dans la vie? Et je dis bah je fais des tests au laboratoire. C'est quoi le test que tu as le plus fait? Bah récemment c'est le HIV. Et on passe à autre chose. Fin. Un mot sur 2 heures de spectacle. Il va m'écrire premier le HIV dans mon show. Et il commence de plus putaclic à moins putaclic. Et moi en général celui que je trouve le plus honnête c'est celui de la fin. Et à chaque fois qu'il m'a écouté, la vidéo elle a floppé. Donc maintenant je lui dis, je pense qu'on est parti sur la première. Il m'a dit, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Et les gens sont même pas dérangés. Les gens cliquent et disent, ah il y a aucun lien avec le truc du début. Il a failli mourir avec l'emoji comme ça là. Et personne ne meurt dans la vidéo. Et les gens sont contents. Pourquoi on va mettre une bonne soirée? Non, c'est pas assez ouf. Tu vois, faut mettre des trucs. C'est l'époque qui veut ça, donc vas-y. Hein. Et pareil sur la miniature. En gros, à quel point tu dis, est-ce que tu checkes les miniatures? Non, la miniature c'est lui qui fait. gros Je leur fais confiance.
Non, vraiment, j'ai des gens compétents avec moi, vraiment. C'est ce qui fait aussi que je fais confiance, c'est que je sais que, tu vois, on parle de responsabilité. Jamais, par exemple, Romain, à une époque, je faisais beaucoup d'intro et d'outro avec lui aussi, et puis des trucs de mèmes et tout, même sur Insta et tout. Jamais, par exemple, mon community manager Romain, il m'a dit franchement, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de. Non, ça n'existe pas chez moi, ça. C'est ta faute, tu t'excuses, c'est pas grave, personne va t'insulter, mais il faut que tu prennes la responsabilité de ce truc-là, et toi, derrière, tu gères avec la personne qui est responsable. Et c'est ça qui fait que en fait, il n'y a rien de pire que de ne pas pouvoir identifier un problème. Tu vois, que ce soit une entreprise, un groupe, ce que tu veux, quand tu peux pas identifier le souci, bah, le souci il est là et il continue à prospérer. Donc il faut pouvoir identifier, et pour identifier, il faut hiérarchiser, t'es obligé. Et YouTube, c'est devenu une ligne de revenus pour toi maintenant et les équipes? Franchement, ouais, je gagne de l'argent sur YouTube, mais c'est pas ouf. Hein. Ok. Ça paye personne, quoi. Si, ça permet de payer... Attends, j'avais fait un calcul l'autre fois, putain, j'ai oublié. Ça permettait de payer, je crois... Non, pas le stagiaire. Non, respecte-moi quand même. Non, ça permet de payer, je crois, deux équipes du staff, mais je sais plus lesquelles. Ah oui. Mais c'est bien quand même, tu vois, déjà, c'est agréable. Il a fait oh bah super déjà. Non mais parce que quand tu dis, je dis c'est rien, je me compare à des par rapport au nombre d'abonnés que j'ai, c'est pas ouf. Tu vois, il y a moins de il y a une époque où j'avais moins d'abonnés, mais ils étaient à fond sur la chaîne et on faisait des plus gros scores. Là, c'est tranquille. Mais YouTube, je le fais pas pour ça. Je le fais pour remplir la salle. Quand on gagne ailleurs. Quand est-ce qu'une salle est remplie? En gros, est-ce que aujourd'hui quand il n'y a plus de place. Mais Ah, tu vas laisser attendre. Non, là. mais applaudis pas, c'est encore pire. Non, mais c'est encore pire. Il a fait sa vanne. Voilà, il est content. L'humoriste. Mais du coup, il y a combien de places à l'européen? L'européen a 350 places. Ok, et toi justement, sur ta strat, pour remplir l'européen, est-ce que tu te dis je vais en vendre 360 au cas où il y en a qui viennent pas? Non, mais on n'a pas le droit juridiquement. Ah, je savais pas. De quoi Non, mais parce que nous, c'est un peu ce qu'on peut faire pour ici. Pour les événements gratuits. Mais toi, ils ont payé. Oui, mais donc c'est des en soi- sièges déjà. Tu peux rajouter des sièges. Toi, tu respectes pas les gens. Ils sont debout. Je vois que voilà, il y a des gens sur les marches et tout. Tu vois. Donc non, mais tu peux te permettre. Mais personne va venir te contrôler et dire. Je sais pas combien de personnes sont payées ce soir. Moi, je suis pas payé en tout cas. Je sais pas pour vous. Mais du coup, nous, on paye tout le monde. On n'est pas payé non plus. Nous, on rémunère le théâtre, l'équipe et tout, etc. Il y a, tu vois, il y a un pompier, il y a un médecin si quelqu'un fait un malaise. Il y a un gars de la sécurité, il y a des ouvreuses, tu vois, il y a toute une logistique. On peut pas vendre 370 billets. Le mec, il est venu de Rennes avec sa femme, ils ont pris le train, ils vont dans un hôtel, ils arrivent en retard, désolé, il n'y a plus de place. Ça n'existe pas, ça. Tu es obligé de gérer, en fait, t'as acheté ta place, il faut que tu puisses t'asseoir. Donc on vend le nombre de places qu'il y a, en fait. Et c'est quoi sur la répartition d'une place? Où est-ce que ça part tout ça? En gros, Putain, tu me demandes énormément. Je sais qu'à Paris, je suis à 39 €. Et tu vois, j'ai instauré un truc que j'avais pas vu avant. C'est un truc que je fais dans les petites salles et que j'ai continué à faire dans les grosses, quand c'est moi qui produis. Quand je joue dans une ville par exemple et que c'est pas moi qui produis, que c'est un promoteur local qui a acheté le spectacle, un prix fixe, et qu'après lui, tout ce qu'il va réussir à générer comme argent derrière, c'est pour lui, je peux rien dire. Donc lui, il met les places de devant à un prix, les places ensuite à un autre prix, etc. Mais quand c'est nous qui produisions sur Paris, par exemple à l'européen, il y avait des catégories avant. À l'européen, les places de devant, elles étaient un tel prix, les places sur les côtés tel prix, les places derrière tel prix. Et moi, je me suis dit, j'ai pas envie de valoriser mon public le plus riche, parce que c'est pas forcément les plus bonnes ambiances, tu vois. C'est pas un gage de t'es blindé, t'es marrant, ou tu vas m'applaudir comme ça va me saouler, tu vois. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais privilégier ceux qui m'aiment le plus, c'est-à-dire les premiers arrivés. Et du coup, dès 2013, ça se faisait pas à l'époque, dès 2013, les premiers qui venaient, ils se mettaient où ils voulaient. Et je continue aujourd'hui, tu vois. Donc moi, j'ai un tarif unique. Je considère que 39 €, toutes les places se valent à l'européen. Donc le prix à 39 €. La salle, je sais pas combien elle coûte. Je vais pas te dire de conneries, ça doit être entre 2 et 3 000 € par soir. Tu vois, peut-être plus, franchement, je sais pas du tout. Toute cette équipe, je sais pas combien ils sont payés et à combien ça fait sur une date. Moi, je sais que je prends très cher chaque soir. Au moins 30 €. non, je sais même pas combien je gagne. Vraiment, je vous jure, c'est pas une vanne. Je sais pas combien je gagne. Tu me crois pas?
Tu dis, c'est un mytho ou tu dis, il est vraiment teubé ce mec. Ah, tu sais vraiment, je sais pas. Non, mais. Non. Pardon, désolé si je suis pas à la hauteur. Vraiment, je suis désolé. Mais en fait, je t'explique pourquoi j'en sais rien. Parce que je suis le fils unique de mes parents. Ils vont pas me carotte. Tu vois. Même s'ils me carottent, c'est à moi. Ils seront pas tout le temps là. Tu vois ce que je veux dire. Donc ça va me revenir. Je sais pas combien mes parents se rémunèrent. Je vous jure, c'est vrai. Je sais qu'ils ont tous les. On change les gens de. Par croire qu'il y a un public. Je sais pas combien mes parents se rémunèrent sur ma prod, mais qu'ils prennent ce qu'ils veulent. C'est mon argent, c'est le leur, je m'en fous. Elle va acheter quoi, ma mère avec Une Non, mais montagne. vas-y, prends le pire truc. Elle achète une baraque pour elle. Après, tant mieux, profite, vas-y. Tu vois, donc j'ai pas ce truc de. Je sais pas combien je gagne. Je sais que chaque fin d'année, mon père m'appelle très fier. Parce que mon père, il se prend la tête avec des montages fiscaux. Il me dit là, je t'ai fait économiser. Alors écoute bien, il m'appelle, il est content de lui et tout. Vraiment, ça m'attriste parce que il a pas le répondant qu'il devrait avoir en face. Il dit voilà, là, il y a une nouvelle loi qui est passée. Je t'ai inscrit dans les premiers. Hop, tu récupères 10% sur telle taxe. T'étais pas prêt, hein? Je dis non, j'étais pas prêt. Il me dit là, sur la tournée, vu que t'es passé à ce statut-là, je t'ai mis en actionnaire majoritaire. Du coup, ça fait tant. Du coup, là, t'as touché tant. Et je fais trop bien. Et il s'attend pas à un mec bête qui. Mais il aurait pu me dire la moitié ou le double, j'aurais dit trop bien. Je gagne plus que ce dont j'ai besoin, donc je m'en fous en vrai. Les amis, un maximum de bruit pour Kéron. Oh, bah gentil. Merci beaucoup. Merci à vous, merci d'être restés.